ce soir, on attaque un long chapitre. J'ai un peu préparé ce soir et je me suis dit, oula, c'est un gros morceau là qu'on a devant nous, puisque on a de la page 39 à 45, si vous avez le bouquin. Et on attaque la partie 2 qui s'appelle Designer un séminaire, 3 temps, 3 postures. Donc c'est une partie dans laquelle en fait je décris ces 3 temps que constituent à la fois le cadrage, l'architecture et enfin la facilitation, et en essayant vraiment d'être le plus concret possible. Donc ce que j'ai voulu faire quand j'écris ça, je ne le transmettais pas très bien dans les formations, mais c'est vraiment vous donner, essayer de vous immerger le lecteur dans ce que moi je fais et quelles sont les convictions sous-jacentes quand je cadre, j'architecture et je facilite un séminaire. Voilà. J'ai réfléchi à comment vous montrer un exemple. C'est pas complètement simple de montrer un exemple parce que la meilleure façon de le faire, c'est de montrer mes notes, les notes que je prends dans un entretien, en tout cas pour ce soir, pour ce qui concerne la partie débusquer l'enjeu de la phase de cadrage. Donc, c'est pas très simple, donc je le ferai si je peux. Et si je peux pas, eh ben, je le ferai pas. Voilà. J'ai essayé de regarder, ça dépendra un peu de l'énergie qu'il y a, mais c'est quand même pas complètement évident. Alors, je vais, comme d'habitude, vous partager mon écran. Hop. Tac. Voilà, et puis je vous propose comme d'habitude, de prendre, de noter vos questions. Ça va être plutôt descendant, et puis ensuite, comme on n'est pas très nombreux, on passera directement à temps de questions-réponses. Et donc, il n'y aura pas de temps en sous-groupe ce soir. Alors, est-ce que ça marche? Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Là, ça a l'air de marcher. OK. Donc, je ne vais pas pouvoir lire tout le texte parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, 3 temps, 3 postures. Deuxième chapitre. Donc là, on rentre vraiment dans la mécanique de comment est-ce qu'on conçoit, comment est-ce qu'on conçoit, on facilite un séminaire. Donc, un petit rappel, hein, on sort d'un chapitre dans lequel on a vu 3 familles d'enjeux. Je vous les rappelle pour mémoire: confiance, vision, coopération. Je rappelle aussi que ces 3 enjeux, moi, c'est ceux sur lesquels je travaille, et donc je suis certain qu'il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on travaille quand on conçoit des séminaires. Mais voilà, moi, je vous parle de ce que je connais. Et c'est à la fois de bons repères, et en même temps, ce ne sont que des repères, c'est-à-dire quelque chose qui nous aide, en tout cas moi qui m'aide beaucoup à déconfusionner des demandes de séminaires, parce que la demande en général, elle arrive assez confuse. Et donc en écoutant le client, le dirigeant avec ses points de repère, ça permet d'orienter, de poser les bonnes questions pour essayer, ça facilite le travail, quoi. Mais ce ne sont que des repères. Et donc c'est un préambule au métier de designer. Et maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, ce qu'il faut juste garder en tête, le truc le plus important, c'est qu'on a affaire à chaque fois à une situation complètement unique, qui demande une réponse unique. Et donc le travail, et c'est là-dedans qu'on va rentrer, demande évidemment d'abord de bien comprendre le besoin, de bien comprendre le contexte, puis face à ce contexte, de construire une solution. Donc ça, ce sera la phase dite d'architecture. Et enfin, de guider les participants pour leur faire vivre ce moment, sachant que quand on fait vivre le moment, ce qu'on veut, c'est pas juste qu'ils vivent ce qu'on a prévu, c'est-à-dire l'architecture en escalier, qui n'est qu'une modalité, mais c'est bien répondre à l'enjeu qui est au-dessus. Hein. Vous vous souvenez du canevas. Donc notre objectif quand on facilite, c'est de répondre à l'enjeu. C'est pas que les gens fassent ce qui était prévu. On s'en fout qu'ils fassent ce qui était prévu. Ce qu'on veut, c'est répondre à l'enjeu. Voilà une phrase très importante pour moi. Le designer de séminaire n'est pas un marchand de modalités qui propose à ses clients des concepts préfabriqués que ce dernier n'aurait qu'à choisir. C'est vraiment un piège quand un client vous demande ah, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un World Café, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un travail avec, j'en sais rien, Lego Serious Play ou autre chose. Méfiez-vous, prenez-le avec beaucoup de recul. Ça exprime une préférence, ça exprime quelque chose, ça dit quelque chose de votre client, mais ce n'est pas lui qui choisit les modalités, c'est vous qui les construisez au service de son enjeu. Donc c'est un travail d'artisan, voilà, qui écoute, observe, réfléchit, ressent, ébauche, affine et recommence. J'aime beaucoup ce mot.
et que j'ai plus préparé que d'habitude, hein, j'ai souligné des choses en amont, recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir une architecture qui lui convient et qui sonne juste. Voilà. Alors comme tout artisan, et même je me suis permis le terme d'artiste, hein, souvent je me dis tiens, au fond, si on dessine un chevalet, voilà, et puis on se dit bah le designer de séminaire, hop, il est là, et lui, il a un pinceau. Et il est artiste de quoi? Il est artiste d'un temps collectif. Et il a à sa main une palette de couleurs, une palette de techniques, de la même façon que les peintres maîtrisent des techniques solides, ou les sculpteurs, ou les artistes, quels qu'ils soient, maîtrisent des techniques et savent les associer pour produire une œuvre. Bah, moi, il me plaît de penser que architecturer un temps collectif, dessiner un temps collectif, c'est un travail d'artiste dans un certain nombre de situations. Alors les trois temps collectifs, les trois temps successifs, pardon, aisément repérables, cadrés, architecturés et facilités, chacun avec une posture. Donc ça, on en a déjà parlé dans un des premiers book club tout au début, pour présenter les trois phases. Donc là aussi, je vais faire un rappel vite fait. Pour le cadrage, la posture, c'est une posture de coach dont on va beaucoup parler ce soir. Voilà, qui cherche à faire émerger, clarifier les enjeux chez le client. Architecturer dans une posture de consultant, c'est-à-dire bah, j'ai bien compris les enjeux, mon travail c'est, moi je maîtrise les modalités, mon travail c'est de construire un cheminement, un séminaire qui va répondre à votre besoin, et donc c'est moi qui ai l'expertise en modalité. Bien sûr qu'on discute, qu'on interagit, qu'on co-construit beaucoup de séminaires, mais fondamentalement j'ai changé de posture entre le temps 1 qui correspond au cadrage et le temps 2 qui correspond à l'architecture. Et enfin, facilité, et là, bah, la posture de facilitation, voilà, correspond à animer au sens mettre de l'âme, faire vivre les choses aux participants. Alors là, on rentre dans cadrer. Ce soir, on va parler de la première étape du cadrage qui s'appelle débusquer l'enjeu. Alors, une petite introduction à cette partie. Peut-être dire, ça vaut le coup de se dire que 90% dans le cadrage, c'est pas juste une figure de style de dire ça joue à 90% dans le cadrage. Il faut vraiment passer autant de temps que nécessaire sur le cadrage avant de commencer à designer. Et moi, je me retiens vraiment de designer, hein, c'est-à-dire d'architecturer avant d'avoir fini de cadrer. Alors, vous voyez dans le schéma là où vous avez le canevas, bah, c'est intéressant. On voit bien à quel point cadrer, ça consiste à remplir les zones qui encadrent, vraiment, qui encadrent l'architecture. Okay, ça fait un cadre. Voilà. Ces 5 zones. Okay, ça fait un cadre qui vient finalement définir le contour de ce que va être le séminaire. Donc, on va explorer des questions pendant cette phase de cadrage, des questions assez fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on réunit les gens? Dans quel contexte? Quelles sont nos intentions? Qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat? Est-ce qu'il faut produire quelque chose ou pas? Quels sont les points d'appui? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui risque de se passer dont il faut se prémunir? Et donc, le canevas va vraiment nous aider à explorer ces différentes zones. Et le cadrage vous permet de vous mettre au service d'une intention claire. Et il sert de fondement pour architecturer le séminaire. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, quelques mots sur la posture de coach. Donc, ici, vous êtes assez nombreux à avoir bénéficié d'une formation en coaching, mais le bouquin ne s'adresse pas uniquement à des coachs. Voilà, donc là, on est dans cette phase, tout au long de cette phase de cadrage, on va adapter cette posture au fond, qui consiste à admettre que je ne sais rien, quoi, hein, que je ne sais rien de mon client, et que j'arriverai à cerner de façon très approximative son contexte, ses enjeux, avec toute la bonne volonté du monde, avec toute l'intelligence, avec toute l'expérience que je peux avoir. Malgré tout, je n'arriverai à cerner que de façon approximative les enjeux de mon client. J'ai eu un rendez-vous ce matin avec un client, c'est vraiment d'actualité. On n'avait qu'1 heure pour faire connaissance, et voilà, il y a une recommandation, donc je l'ai rencontré par recommandation, une recommandation assez forte. Et puis l'entretien a duré 1 heure, et sur l'heure, je pense qu'ils ont parlé pendant 40 minutes, hein, ils étaient 2 en face. Moi, j'ai pris des notes et des notes et des notes et des notes. Et puis à la fin, il me demande, bah, est-ce que vous pouvez réagir et puis nous dire comment vous voyez les choses, et puis avec la connaissance que vous avez de notre entreprise et tout ça, voilà,
qu'est-ce que vous voyez comme démarche? Et vraiment, mon introduction, ça a été de dire, écoutez, je prends beaucoup, beaucoup de pincettes parce que ce que vous me demandez de faire est extrêmement compliqué pour moi. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et ce que je peux vous dire maintenant peut être complètement à côté de la plaque parce que malgré toute l'attention que j'ai, bah, on n'a passé que 40 minutes ensemble. Nous n'avons pas encore eu les bonnes conversations qui me permettent vraiment de rentrer dans l'intimité de votre contexte. Voilà, donc c'est ça l'enjeu vraiment de cette phase, hein, c'est d'entrer dans le contexte très particulier, unique de cette équipe avec ses particularités et son histoire. Et du coup, garder en permanence à l'esprit, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, je sais que je ne sais pas. Je me méfie des raccourcis, des schémas, des schémas mentaux dans lesquels je peux rentrer tellement rapidement. Ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, je respecte profondément la vision du monde de mes interlocuteurs et je me garde absolument de la juger. Voilà. Ensuite, je peux décider qu'avec certains clients, je n'ai pas envie de travailler parce qu'il se trouve que je ne me retrouve pas dans leur finalité, dans leurs valeurs ou que sais-je. Mais en tout cas, je me garde profondément de la juger. C'est tellement facile quand on est extérieur de se dire, mais attends, là, ça a l'air simple, leur truc, ils n'ont qu'à faire ceci, qu'à faire cela, ou alors, tiens, je le trouve drôlement arrogant, ce dirigeant, ou alors, bah tiens, il me demande quelque chose, c'est vraiment complètement farfelu. Non, je vais toujours partir du principe qu'ils ont une bonne raison de dire ce qu'ils disent, penser ce qu'ils pensent et faire ce qu'ils font. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai cherché vraiment à comprendre cette équipe, son contexte et bien sûr, cerner l'enjeu du moment qu'ils vont passer ensemble. Donc là, c'est pas un bon surligneur, puisque moi, je suis là pour ça. Je suis là pour construire un moment qu'ils vont passer ensemble. Je ne suis pas là pour résoudre tous leurs problèmes. Je suis là pour construire un moment qu'ils vont passer ensemble. Un ou plusieurs moments, mais là, je me situe dans le contexte de préparation d'un séminaire. Travail d'enquête, voilà, j'aime bien utiliser cette métaphore. Donc, il s'agit de plonger dans l'univers de l'équipe, dans ses réalités quotidiennes, satisfaction et frustration. Alors, la clé pour ça, au début, notamment, hein, ça va être vrai ensuite, mais j'ai vraiment besoin, dès le début, d'installer avec le leader une relation de très grande confiance, parce que c'est lui qui va me servir de guide. Et j'ai besoin que le leader soit suffisamment en confort pour pouvoir aborder tous les aspects de son besoin et de son contexte, y compris les plus inconfortables. Il faut que le leader se sente qu'il puisse, dans la relation qu'on va développer, qu'il puisse douter, patauger, chercher. Voilà, il ne faut pas que ce soit un problème. Il faut vraiment que ce soit un lieu de confiance parce que tous ces doutes, cette recherche contribuent de la bonne construction du cadrage. Voilà, et donc, en fait, la relation qu'on va avoir fait qu'on va cheminer ensemble pour qu'il puisse approfondir son analyse, tester des hypothèses, et puis on va au fur et à mesure clarifier son intention, afin qu'à un moment donné, une fois que l'intention soit claire, eh bien que le séminaire, sa préparation et ses éventuels prolongements soient complètement au service de cette intention. Et donc, je reviens sur la posture de coach, au sens où, alors je crois que c'est la définition de la Société française de coaching ou de l'MCC, je ne sais plus ce que j'ai pris, ouais, MCC. Le rôle du coach est d'aider le coaché avec des processus d'accompagnement adaptés à bâtir ses propres solutions. Et là, en l'occurrence, ben moi, je l'aide à bâtir son enjeu, quoi, l'objectif de son séminaire. Donc, on fait le tour du sujet. Voilà, moi, j'aime bien utiliser ça. C'est quelque chose que j'ai appris avec la clarification. J'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, on fait le tour du sujet ensemble et chemin faisant, eh ben, on va faire émerger, voilà, on va vraiment descendre pour regarder le sujet sous tous ses aspects, puis on va faire émerger les pièces d'un puzzle. Voilà, ça, c'est vraiment une bonne représentation. Donc, tout au long de la conversation, hein, on voit des choses qui s'emboîtent et puis à la fin, hop là, ben, on a ce cadrage. Hein, donc, quand je dis cadrage, encore une fois, c'est les 5 zones. Voilà, j'ai amassé les pièces du puzzle qui me permet d'avoir un cadre cohérent que je comprends, que je suis capable d'expliquer, quoi. Voilà. 6 zones, Thibaut, normalement. 5. Là, je Comment parle ça? des 5 zones du cadrage. Donc, le En cadrage, dehors de l'enjeu alors, parce que ça va de 1 à 6 dans ton 1, schéma. 2, 3. Oui, oui. Et ben donc, si le cadrage, ça consiste à faire l'enjeu 1, 2, 3, 4, 5 zones. Je dis bien 5 zones quand je parle du cadrage. C'est-à-dire pas Ah OK, l'architecture. et Le l'architecture, cadrage c'est au centre? et Ouais, d'accord. l'architecture, c'est au centre. Mais le Ah cadrage, c'est OK, bien ces 5 zones qui sont ici. d'accord, OK. merci. Ouais. Et l'architecture, c'est la zone centrale, c'est-à-dire l'escalier de flux. Voilà. Alors, bah d'ailleurs, voilà le schéma, hein.
on voit ces 5 zones qui constituent le cadre. Alors, un petit aparté ici sur est-ce qu'il faut se former au coaching. Je pense que plus on se situe dans une organisation complexe, donc là j'ai mis niveau de l'organisation parce que les enjeux sont souvent complexes et entremêlés, mais ça peut être plus bas, mais plus les enjeux sont complexes, plus il faut être capable de coacher proprement le dirigeant. Et donc, du coup, la réponse qui est un peu une réponse de Normand à la question est-ce qu'il faut être formé au coaching individuel, c'est oui, c'est quand même mieux, quoi, hein. Si j'interviens à ce niveau, c'est quand même mieux d'avoir une formation en coaching. Mais il y a des gens qui interviennent, enfin, j'ai quelqu'un dans le groupe de supervision. Là, cet après-midi, on était en supervision dizaine de séminaires avec le groupe de 8. Et il y a une personne qui n'est pas formée au coaching individuel et qui pour autant enfin, je veux dire, est super affûtée pour faire ce travail. Donc, ce n'est pas un impératif, mais c'est quand même mieux. Voilà, c'est quand même mieux. Mais ce n'est pas un travail de coaching à proprement parler. Vous voyez, c'est une posture de coach. C'est quand même pas pareil. C'est une posture de coach. C'est-à-dire, je sais que je ne sais pas, je vais t'aider à élaborer ta solution, je vais t'aider à explorer ton problème, je vais t'aider à mettre les choses sur la table et il y a quelque chose qui va se dessiner. Et moi, je suis au service de ce processus. Je suis centré sur ce processus. Voilà. Alors, dans le cadrage, il y a plusieurs étapes. Et là, ce soir, on va parler de débusquer l'enjeu. Alors, c'est assez simple, hein, les étapes, elles sont articulées par rapport au canevas. Vous voyez, débusquer l'enjeu, ça consiste à travailler sur cette partie-là. Le terme débusquer est intéressant, hein, c'est se dire, il est souvent un peu planqué le truc. Et, pourquoi? Parce que voilà, le client ne parle pas très spontanément de son enjeu. Donc, on va se poser ces questions. Qu'est-ce qui a conduit le leader à décider d'organiser le séminaire? De quoi est-ce qu'il s'agit vraiment? De quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Donc, c'est la première étape du cadrage. Alors, première différenciation, l'enjeu, ce n'est pas l'objectif. Donc, définir le terme enjeu, ça reste un exercice de haut vol, hein. Moi, je n'ai pas entendu quelqu'un m'expliquer de façon claire ce que c'était qu'un enjeu. Moi, j'aime bien l'explication sémantique, c'est-à-dire ce qui est en jeu. Donc, je crois que moi, ce dans quoi je me reconnais le plus, c'est ce qui motive l'organisation du séminaire. Qu'est-ce qui motive l'organisation du séminaire? Et ce n'est pas l'objectif. Voilà. Une autre façon de différencier, c'est que l'objectif va être atteint, alors que l'enjeu, on aura progressé, on aura été aligné par rapport à cet enjeu. On aura progressé vers l'enjeu. Voilà. C'est une deuxième façon de faire. Alors, plutôt que de se perdre dans des définitions, j'ai choisi de donner quelques exemples qui me parlent. Une équipe qui dit, voilà, nous, un séminaire dont l'enjeu, c'est de développer le niveau de vérité. Et un objectif correspondant à ça, cohérent avec ça, ce serait de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Ça, on peut dire à la fin du séminaire, oui ou non. On ne peut pas dire on se connaît parfaitement, mais est-ce qu'on se connaît mieux? Est-ce qu'a priori, ça va mieux aider à nous comprendre? Oui, non. Voilà. Ramer dans le même sens, vous voyez, dans une organisation où on n'est pas suffisamment aligné. On va avoir un objectif, on peut avoir un objectif qui décline ça, qui est, nous, on va définir nos ambitions à 3 ans. Ça, c'est extrêmement concret, parce qu'on sait que si on a défini nos ambitions, on aura du coup un point de focal, quelque chose qui nous oriente et qui contribuera à ce qu'on rame plus dans le même sens, etc. Voilà, vous avez compris l'idée. Moi, dans mes trucs et astuces, j'ai vraiment en tête le fait d'éviter, je vais le mettre en rouge pour dire que c'est à éviter. On jargonne tellement, on complexifie tellement quand on est consultant et coach. Donc, on a tendance un peu à se complaire dans des mots, à chercher midi à 14 heures, à chercher des choses compliquées, parce qu'on aime la précision, parce qu'on aime les concepts. Moi, personnellement, j'aime bien quand l'enjeu est formulé de façon simple, en quelques mots, au plus proche de ceux utilisés par le leader. Souvent, moi, ma formulation de l'enjeu, à un moment donné, je reprends vraiment le terme qui a été employé par le leader et sur lequel il semblait que ça résumait vraiment la situation. D'ailleurs, celui qui est là-haut, là, emboîter le comité de direction, c'est un exemple réel. Voilà, c'est un client qui disait, voilà, nous, on est tous ensemble, chacun est bien dans son travail, dans sa responsabilité, mais on n'est pas emboîté. Il faudrait vraiment que ce séminaire nous emboîte, quoi. Ah, je dis, oui, voilà, c'est ça l'enjeu. Et puis on a validé et ensuite on a fixé ça comme point de focal. On n'a pas cherché à ce que ce soit parfait. On a cherché à ce que vraiment ça attrape l'essence, un peu comme une raison d'être, hein, pour ceux qui vont faire ou qui ont fait VVV. C'est un peu comme une raison d'être. La raison d'être d'une entreprise, on ne cherche pas à ce que ce soit parfait, on cherche à ce que ça attrape l'essentiel. C'est la même chose pour l'enjeu. Ça attrape l'essentiel. Et donc,
l'enjeu, une fois qu'il est clarifié, une fois qu'on l'a élaboré, ça devient le titre du séminaire, la bannière sous laquelle on va pouvoir se rassembler. Et donc, comment on va faire pour débusquer cet enjeu titre? Là, je vous ai dit ce que c'était que l'enjeu. Maintenant, comment on va faire? Alors, bah, le processus, j'ai aucune notion du temps qui passe là. 41, faut que j'accélère un peu. Premier truc, c'est avoir en tête que c'est difficile pour un leader d'exprimer clairement de but en blanc les raisons qui le conduisent à rassembler son équipe en séminaire. Voilà. Souvent, en fait, ça part d'une intuition. Il faudrait vraiment qu'on se mette au vert là. C'est le bon moment. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ou alors, sur ce sujet, il faut vraiment qu'on lève le nez du guidon et qu'on se mette ensemble pour bien réfléchir, quoi. Et donc, donc du coup, c'est une intuition, donc il faut réussir à l'amener à mettre en mots. Et donc, on va aider le client, le leader, hein, moi je parle pour l'instant, enfin vraiment que du leader, à faire le tour complet du sujet. Et c'est utile pour lui, pour vous, pour trois raisons, et pour l'équipe. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Pour lui, en fait, ça va lui permettre d'approfondir son intuition, de mettre de l'ordre dans ses priorités et de prendre conscience de certains aspects un peu immergés de l'iceberg, quoi, hein. Et aussi de faire des choix, parce que souvent, la réalité, c'est qu'il vient avec beaucoup de priorités, beaucoup de choses, et quand on désamalgame et quand on met tout sur la table, il se rend compte qu'il y en a trop, quoi, hein. Et donc, si on a fait ce travail pour clarifier l'enjeu, le leader ressort plus solide pour lui-même et puis dans sa capacité à présenter le séminaire à son équipe de façon crédible, pas juste dire bah, voilà, on va se mettre au vert et on va faire un séminaire de cohésion. Pour vous en tant que consultant, bah, c'est évidemment hyper utile parce que vous avez besoin de comprendre, d'entrer dans l'univers de cette équipe, de se mettre à parler son langage. Moi, j'aime bien dire ça. Donc, rentrer dans l'intimité, épouser le style du leader, être capable d'accompagner son geste, de sentir comment est-ce qu'il fonctionne ce gars-là ou cette femme-là, pardon pour ceux qui ont des questions d'égalité homme-femme et qui seraient choqués par mes propos. C'est vraiment juste un résumé. Donc, on a besoin de rentrer, on a besoin d'être avec lui. Le mot-clé, c'est on a besoin d'être avec lui. Donc, il faut rentrer dans son intimité, à la fois pour être capable de porter avec lui, vraiment avec lui. Et ce ressenti, il est hyper important parce que si à un moment donné dans le séminaire ça tangue et que il faut reconsidérer les options, l'alliance que vous aurez créée, la relation que vous aurez créée à ce moment-là, le fait qu'il y ait ce sentiment que vous êtes avec lui et pas contre lui, vous faites alliance avec lui face à sa problématique et pas le contraire. Vous faites alliance avec lui face à sa problématique, c'est clé, quoi, hein. Alors là, juste un petit chapitre où je raconte à quel point je prends au sérieux ceux qui gèrent des hommes et des femmes qui ont des responsabilités. Ah, j'ai un petit souci de partage, donc je vais reprendre mon partage d'écran. Hop. Voilà, excusez-moi, ça va revenir. Ok, c'est bon là. Voilà. Et donc, il y a quand même un truc, hein, c'est que si on fait ce métier, moi j'en fais énormément, des séminaires, vraiment énormément. Et en fait, c'est important de se dire que pour mon client, lui, il n'en fait pas énormément, quoi. Vous voyez, il réunit son équipe, il prend un accompagnement, donc il faut que je parte du principe que pour lui, c'est vachement important. Il compte sur moi. Et donc, il ne faut pas négliger cette confiance qui nous est donnée, le fait que voilà, confier au sens vraiment confier un bien, quelque chose d'important qui est son équipe. Et pour un leader, son équipe, c'est pas rien, c'est son bien en fait le plus précieux dans le management de son organisation. Voilà, puis enfin pour l'équipe, avoir clarifié l'enjeu, c'est important parce que ça contribue à envoyer une information claire aux participants, tout simplement. Voilà, et donc une des raisons pour lesquelles les séminaires ont mauvaise presse, c'est que on envoie souvent les informations à la dernière minute, c'est pas clair, les gens comprennent pas pourquoi ils sont réunis. Donc si on a un enjeu clair, au moins on peut envoyer une information claire. Alors, comment on fait concrètement? Très concrètement, c'est assez simple, hein, c'est prendre une réunion d'exploration des enjeux en tête-à-tête avec le leader. Pour information, je reprends mon exemple de ce matin. Donc, ce matin, on s'est vu 1 heure à deux. Et ils m'ont demandé de leur faire une préconisation, enfin, voilà, une proposition. Et en fait, j'ai refusé. Enfin, j'ai refusé. J'ai dit, en fait, pour vous faire une recommandation, il faut que je passe plus de temps avec vous. Il faut qu'on passe 2 heures ensemble, en plus de l'heure qu'on vient de passer, que je reformule ce que j'ai compris et j'ai tellement de questions à vous poser
Et il faut que je puisse vous faire réagir à la façon dont je formule les enjeux que vous avez exposés, qu'on vérifie que c'est bien ça, et que moi, j'ai les éléments qui me permettent de concevoir un dispositif, en l'occurrence, c'est un dispositif plus qu'un séminaire, mais dans le fond, c'est la même chose, qui soit en réponse à ça. Et donc, j'ai besoin d'explorer avec vous. Donc, à chaque fois que vous proposerez à vos clients de faire ça, ça ne m'est jamais arrivé qu'ils refusent qu'on passe plus de temps avec eux. Voilà. J'ai pas compris, du moment qu'on se met dans une position sincère, hein, j'ai pas compris, j'ai besoin qu'on réapprofondisse parce que je veux pas me mettre au service de quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, je me suis pas pleinement approprié. Alors, des conseils pratiques, un temps confortable. Moi, je pense que j'ai besoin de 2 heures. C'est un peu voilà, j'ai besoin qu'on puisse se perdre, qu'on puisse prendre des détours, pas avoir l'œil sur la montre. Voilà, pouvoir suivre le fil de l'interlocuteur dans ses moindres recoins. En termes de lieu, le bureau du dirigeant, c'est généralement une mauvaise idée. Et donc, vous pouvez le faire dans une salle de réunion à l'écart, vous pouvez le faire chez vous si vous avez un bureau qui est confortable. Voilà, mais dans un endroit approprié où vous ne serez pas dérangé. Et à un moment, si on regarde, donc on a vu à la fois la durée, on a vu le lieu, et puis à quel moment, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Donc, demandez à votre interlocuteur à quel moment ce sera le mieux pour lui. Et puis, 100% dédié au sujet, ça c'est pour dire, moi je me rends compte, alors peut-être qu'il y a des gens qui font ça très bien, mais moi, prendre des notes en prenant un repas, ça ne fonctionne pas. Moi, je prends énormément de notes. Ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est mes notes de ce matin. Juste, je les survolerai pour pas que vous puissiez repérer de quel client il s'agit. Mais je vous montrerai des notes que j'ai prises sur une durée de 40 minutes et vous allez voir, vraiment, je prends beaucoup, beaucoup de notes. Je veux rien perdre. Voilà. Alors, je vous recommande, moi, les techniques de clarification. Alors, j'ai déjà parlé de la clarification. Voilà, si vous ne connaissez pas, moi, une formation qui a vraiment Thibaut, beaucoup. est-ce que je peux te demander, est-ce que tu as un canevas Je pour l'entretien? je te propose de garder tes questions si tu veux bien, Colette. L'idée, c'est il D'accord, y a une partie descendante. Note tes questions, ok. vraiment, mais Mais on va oui, les prendre dans c'est une bien. deuxième partie. D'accord. Donc, pour la clarification, Jean-Christophe Vidal, voilà. Je crois que c'est l'Institut français de clarification. Non, l'IEC, Institut européen de clarification. C'est vraiment une excellente formation. Et ce que je décris là vient de ce que j'ai appris avec Jean-Christophe. Donc l'idée, c'est j'essaye d'amener l'interlocuteur à faire le tour de son sujet. Je cherche uniquement à le comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en clarif, hein. Ne pas donner son point de vue, se contenter de guider et questionner son interlocuteur pour comprendre, avec des instructions simples. Par exemple, si votre interlocuteur évoque un sujet X, un sujet Y, et vous ne comprenez pas le lien entre les deux, mais vous voyez bien que lui, il fait un lien. Et vous lui donnez cette instruction qui est, vous évoquez ces deux sujets-là, et vous semblez faire un lien. Est-ce que vous pouvez me donner complètement le lien? Voilà. Ou alors il parle d'une difficulté, je vais lui demander, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît, qui illustre cette difficulté pour que je comprenne complètement. Voilà, donc vraiment des instructions, mais je ne vais pas faire une formation à la Clarif, là, hein, ça vaut vraiment le coup d'aller se former. Et puis, accuser réception régulièrement, c'est-à-dire dire, OK, je comprends, voilà, ou OK, ou verbaliser quelque chose qui donne à voir à votre interlocuteur que vous comprenez ce qu'il dit, comprenez au sens, ça ne veut pas dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire j'ai compris intellectuellement, je suis capable de le répéter. Voilà. Là, vous avez un échange que j'aime bien, qui illustre, je vous laisserai le lire, hein, mais qui illustre bien ce truc qui dit que la clarification, ça m'évite d'interpréter. Par exemple, je vais juste illustrer la première partie de l'exemple. Donc, j'ai un client qui est un DG. Il dit, voilà, dans nos réunions, c'est difficile de mettre les problèmes sur la table. Ça ne me convient pas, j'aimerais qu'on réussisse à aborder tout ce qui pose problème. Et là, moi, je me dis tout de suite, difficile, qu'est-ce qu'il veut dire par difficile? Est-ce que les membres de son codir ont peur de lui? Est-ce qu'ils ont peur les uns des autres? Est-ce que ça manque de temps? En fait, de quoi il parle quand il dit difficile? Et donc, du coup, je lui pose cette question, je lui donne cette instruction extrêmement simple. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par difficile? Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner complètement difficile? Et lui dit, difficile quoi, chacun ne s'intéresse qu'à ces trucs en fait, et les problèmes des autres lui passent au-dessus. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les autres interprétations que j'aurais pu avoir. Là, j'en déduis quelque chose, moi, qui est, mais en fait, ah, d'accord, en fait, ils sont en silo, ils sont cloisonnés. Et du coup, je vérifie ce point, si j'ai bien compris, parce que je suis encore dans une interprétation, hein, quand je dis chacun ne s'intéresse qu'à ces trucs, en fait, et les problèmes des autres lui passent au-dessus. Moi, j'en déduis cloisonnement, mais c'est peut-être pas ça. Et donc, je lui dis, je vais vérifier. Je lui dis, racontez-moi la dernière fois que ça s'est produit. Et il me dit, oui, il y a un directeur marketing qui a présenté un sujet. Les autres faisaient autre chose pendant ce temps-là. Et au moment du temps d'échange, il y a une très mauvaise contribution, c'était décevant.
Et alors là, du coup, je me dis: «Ah d'accord, en fait, ce qu'il entend par ça, c'est que les gens font autre chose quand une direction présente ces sujets et du coup, ils ne sont pas disponibles». Donc je dis: «OK, compris». Alors je pourrais approfondir, mais ça illustre bien le fait qu'on peut vraiment interpréter, quoi. Voilà. Un autre truc, moi j'aime bien donner en début d'échange et ça c'est vrai pas uniquement pour ces entretiens, avec le leader, donner le plan de l'échange. C'est-à-dire dire: «Bah, voilà comment ça va se passer. Voilà les sujets qu'on va traiter ensemble et du coup, moi, je vais vous poser des questions quand je ne comprends pas, mais vous avez les différents registres et naviguez comme vous le souhaitez». Voilà et donc ça me permet ça, en ayant annoncé le plan à mon interlocuteur, de ne pas être le nez, sur mes questions, d'être stressé sur le fait qu'il ne répond pas à telle question. D'ailleurs, en général, vous voyez que votre interlocuteur, il note les différents registres. Alors, je crois que Colette, tu posais cette question, un plan, là, je vous donne un plan dans le bouquin qui est celui que j'utilise souvent, quoi, hein. Donc je demande à la personne de me parler d'elle. Donc qui est-ce que vous êtes? De me parler de sa réalité métier, c'est-à-dire de ce qu'il fait, pour qui, avec qui. Voilà, me parler vraiment le plus possible de sa réalité. Le séminaire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à décider de l'organiser? Et puis tiens, parlez-moi des gens qui seront, rassemblés. Comment fonctionne cette équipe? Voilà, dans quel état d'esprit ils vont être par rapport à ce séminaire, qui arrive? Voilà. Et donc, à la fin de cet entretien, et ben, en général, et donc j'ai à cœur d'attraper le titre en jeu et de le verbaliser et à un moment donné de dire: «Attendez, est-ce que si on cherchait à mettre un titre à ce séminaire», hein, j'hésite pas à le dire, hem, «ça pourrait être ça, ce que vous venez de dire là?» Il dit: «Ah oui, ça pourrait être ça». Ouais. Je dis: «Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se le note comme ça. On verra s'il faut le réviser, mais pour l'instant, c'est notre titre et c'est juste entre nous, hein, mais c'est notre titre en jeu. C'est ce qui moi, je me raccroche à ça et quand je ferai les entretiens ensuite pour calibrer, l'objectif avec, les membres de l'équipe, ce que je décrirai lors du prochain book club et ben, moi, j'ai ce titre en jeu en tête et je suis accroché à ce titre comme une bernique sur le rocher. Voilà. Alors là, il y a un petit chapitre sur la délégation de l'organisation du séminaire, voilà, parce que, bah, certains vont me dire: «Ouais, mais quand on n'arrive pas à avoir le patron, que c'est, le DIRCAB ou alors la DIRCOM ou alors le DRH parce que c'est quand même, le patron, il a quand même autre chose à faire que d'organiser son séminaire et ben, il faut refuser. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il faut refuser et dire: «Écoutez, je comprends très bien, mais il va quand même falloir qu'on se voit, quoi». Peut-être pas longtemps, peut-être, bien sûr avec vous qui avez, je suis avec, imaginons par exemple le DIRCOM, ça c'est un exemple réel, il y a pas très longtemps. Honnêtement, il y avait une réticence à ce que je rencontre le patron juste bah, pour différentes raisons, parce que voilà, parce que le DIRCOM avait l'impression qu'il avait toutes les informations et cetera et je lui ai dit: «Écoutez, on va le voir ensemble, ce sera pas long, mais moi j'ai besoin de le sentir votre patron. Sinon je sais que je vais le payer. Je sais qu'il y a un moment donné où ça va nous poser problème et donc puis lui aussi, c'est important qu'il me sente. Je vais accompagner votre séminaire, machin». Donc quand on explique, en général, les gens comprennent. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis: «Il faut insister». C'est une condition pour réussir à se mettre au service des enjeux. À chaque fois que j'ai renoncé, mais c'est vrai, hein, c'est mathématique. À chaque fois que j'ai renoncé à cet échange, ça a été dommageable pour la réussite du séminaire. Ça n'a pas généré un plantage, pas forcément, mais ça a été dommageable. Voilà et puis ici un petit chapitre sur le noyau, c'est une des modalités possibles. Il est souhaitable, voire plus ça va, plus je trouve que c'est vraiment une bonne pratique, d'associer d'autres personnes autour du leader, surtout si c'est un séminaire qui rassemble beaucoup de monde. Si c'est juste un séminaire du leader avec son équipe, on peut le faire juste avec lui, mais si c'est un séminaire où il y a, 20-30 personnes, des managers, différents cercles. Et donc dans ces cas-là, je fais ce qu'on appelle un noyau. C'est une pratique qu'on a beaucoup chez la Boissy Partners qui consiste à avoir, un petit groupe de confiance, d'ultra confiance, autour du dirigeant et c'est au sein de ce groupe donc tout ce que je vous ai décrit là, on le fait en fait en noyau. Tout ce que je vous ai décrit au-dessus, on le fait en noyau et donc du coup, c'est quand même centré sur le dirigeant, c'est-à-dire que c'est un interview du dirigeant et puis les autres ensuite vont venir compléter, réagir donc je vais me tourner vers eux, je vais leur dire: «Bah, et vous, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez ajouté? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent dans le propos de votre patron là, qui vient de s'exprimer?» Mais d'ailleurs, en général, ça se fait tout seul, hein, c'est une discussion. Voilà. Et donc, souvent, quand on commence une intervention comme ça, évidemment, le noyau, c'est quelque chose qu'on va réunir à d'autres reprises dans la préparation du séminaire et dans son débriefing. Donc
c'est un point d'appui. Voilà. J'ai dit que j'allais vous partager des notes. Alors, chose promis. Alors, attendez, hop. J'ai un petit problème de notation de mes notes. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, donnez-moi un petit instant. Hop. Voilà, donc je vais. Bon, ce sont des notes, hein. Intéressantes. Ah ouais, bah tiens, je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Donc, c'est pas l'entretien de ce matin, ça en a un autre, mais c'est intéressant. C'est une patronne d'une start-up qui est maintenant en croissance assez soutenue et donc que j'ai rencontré la semaine dernière. En fait, je note tout, moi, hein. Voilà, donc hop, voilà, donc elle me parle d'elle, hop, elle me parle de ce qui s'est passé pour elle. Vous voyez, donc je prends plein de notes. Je suis mal entouré, toute seule, prise entre le besoin d'une équipe centrale plus forte. Voilà. Ensuite, oui, non, ça c'était des notes préliminaires avec la personne qui m'a introduit auprès d'elle. Et là, elle me raconte sa vie, quoi, hein. Et en fait, là, ça a duré, je sais pas moi, 40, 45 minutes où elle a fait que parler avec des questions de clarification, avec des schémas. Donc voilà, un troisième associé, ça se passe mal, donc là, il y a une crise, vous voyez. Donc si j'ai un peu de temps et que je m'ennuie pendant l'entretien, et ben, vous voyez, la crise, je peux la dessiner en rouge, ça m'occupe, parce que parfois on s'ennuie dans l'entretien, donc c'est important de garder d'avoir ces petits trucs pour garder son attention. Ok, puis là, vous voyez, elle se sent seule, et c'est difficile avec les salariés, etc. Et puis à un moment donné, je me dis, mais donc, déception sur déception, enfin, c'est dur, hein, c'est quelqu'un qui vit quelque chose de vraiment dur, quoi. Et puis elle se pose plein de questions, etc. Donc ça, c'est 45 minutes de notes. Alors je voudrais vous montrer au moment où on débusque l'enjeu. Voilà. Oh là là, je me dis, là, je l'ai l'enjeu. Construire un codir pour m'épauler. C'est ça mon truc. Et puis en fait, plus précisément, on descend un peu. Ma question, qui doit être au codir? Donc là, je creuse. Où ont-ils les compétences? Elle est en train de structurer un codir en fait. Et j'ai besoin d'une méthode pour y arriver. Comment positionner les gens au bon endroit? Et donc du coup, j'ai attrapé mon enjeu qui est, et c'est là que ça s'est terminé l'entretien, comment positionner les gens au bon endroit? Et en fait, on a convenu qu'elle aurait un premier temps collectif à 4, donc c'est 3 personnes plus elle, pour mener cette réflexion. Et donc l'enjeu titre, c'est comment positionner les gens au bon endroit. C'est un exemple. Et c'est ça la question qu'on va se poser, et ça va être ça l'objet du séminaire. Bien sûr, je vais les rencontrer, je vais faire mon travail d'architecture, etc. Mais c'est ça l'enjeu. Comment positionner les gens au bon endroit? En fait, elle veut construire son organisation, dessiner son organisation. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement donc pour cette première session du Book Club sur le long chapitre 2. Et donc, on va rentrer dans les questions-réponses. Et la prochaine fois, on continuera ce travail avec calibrer l'objectif, hein, tout le processus qui permet, au fond, donc j'ai l'enjeu en haut, et puis calibrer l'objectif, ça consiste à dire point de départ, point d'arrivée, comment est-ce que je remplis ces zones, comment est-ce que je rencontre les personnes qui participent au séminaire pour calibrer le bon niveau d'objectif.